Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères. Après le déplacement d'une délégation israélienne en fin de semaine dernière à Doha, un optimisme modéré mais réel était de court quant à la possibilité de trouver un accord de trêve avec le Hamas en échange de la libération d'une partie des otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Avant de revenir avec vous sur l'actualité de ces dernières heures, on a évoqué tout à l'heure Benyamin Netanyahou, on va y revenir dans un instant. Avant cela, expliquez-nous d'abord pourquoi cet horizon plus favorable est désormais envisageable. Eh bien, en effet, nous sommes à un moment critique de ces négociations sur la libération des otages, notamment parce que, comme cela a été publié dans la presse internationale, le Hamas a renoncé à un des points centraux de ces négociations qui était la demande d'arrêt des combats qui est préalable à la libération des premiers prisonniers. Tzahal, en effet, veut pouvoir continuer à maintenir la pression militaire sur l'organisation terroriste, et on sait que c'est le seul élément qui a permis de les pousser à faire des compromis jusqu'à présent, tant et jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. Donc une trêve temporaire, Hamas, très clairement, une trêve temporaire, oui, mais pas de cessez-le-feu. Aucun accord n'a encore été trouvé. Cependant, je le répète, le Hamas a renoncé à une de ses demandes qui, jusqu'à présent, était un arrêt total des combats avant même la libération des premiers otages, puisqu'on parle de plusieurs phases de négociation et plusieurs phases de libération d'otages. Donc, à présent, l'organisation terroriste accepterait de libérer des otages lors de la première phase, avant même un arrêt total des combats. Et c'est quelque chose de très important du côté israélien, et c'est ce qui a permis de relancer ces négociations qui étaient un petit peu au point mort jusqu'à présent. Maintenant, il faut être extrêmement prudent. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une organisation terroriste qui, par le passé, est revenue sur ses engagements, qui fonctionne de façon extrêmement problématique aussi dans les négociations. Et tant qu'un accord n'a pas été trouvé, il ne faut pas se réjouir. Benyamin Netanyahou, on le disait tout à l'heure, a posé hier des conditions présentées comme non négociables à un accord, notamment la possibilité pour Israël, vous le disiez, d'intervenir à son souhait dans la bande de Gaza contre des cellules terroristes. Est-ce que ces conditions font consensus en Israël, notamment parmi l'équipe de négociateurs? Ce que je peux vous dire, c'est que la société israélienne, mais aussi les politiciens, les hommes politiques, les femmes politiques en Israël, les différents courants politiques divergent sur les sacrifices que notre pays doit faire afin de libérer ses otages. Et c'est un débat qui est très ancien et qui a eu lieu aussi lors des négociations autour du soldat Gilad Shalit. Et certaines parties de la société israélienne, certains hommes politiques, certains partis politiques pensent que nous ne pouvons pas tout accepter afin de libérer les otages et qu'il y a une ligne rouge qui est plus ou moins importante. Et donc, c'est des discussions qui ont lieu en ce moment même afin de savoir quelles sont les demandes qu'Israël peut accepter, quelles sont les demandes qui sont impossibles de notre côté, car cela met en danger la sécurité de l'État sur le long terme. Et l'un des chefs de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a affirmé il y a moins d'une heure qu'il était prêt à soutenir le gouvernement en cas de défection des partis les plus à droite, notamment le parti du ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir. Ça peut pousser Benyamin Netanyahou à accepter cet accord d'ici quelques jours ou quelques semaines? C'est évident que traditionnellement en Israël, lorsqu'il y a un consensus politique, ou en tout cas une large majorité de la Knesset et des différents secteurs de la société israélienne qui soutiennent une décision politique, en particulier lorsque c'est une décision difficile, et on sait les difficultés auxquelles notre gouvernement fait face aujourd'hui, c'est évident que cela facilite ces prises de décision, cela encourage les leaders à aller de l'avant lorsqu'ils savent que toute une partie de la population, toute une partie des représentants
de la population israélienne les soutiennent et sont prêts à encaisser le choc et à payer le prix de ces décisions difficiles. Simon, c'est aussi un mot sur les élections en France et les élections législatives. La perspective d'une majorité absolue et même relative par le Rassemblement national a été écartée par les Français hier. Comment voit-on en Israël cette évolution de la carte politique française qui, par certains aspects, toute différence par ailleurs évidemment, ressemble un peu cet après-midi à certains moments de la vie politique israélienne avec l'absence de majorité claire pour former un gouvernement? Vous l'avez très bien dit, Steve. Il y a eu beaucoup de comparaisons en Israël entre la situation de l'Assemblée nationale et la situation que l'on a pu connaître à la Knesset ces dernières années, avec un manque de majorité absolue, une difficulté à gouverner, avec des partis qui sont en désaccord sur des sujets profonds et qui vont avoir beaucoup de mal à s'entendre. Est-ce que cela va pousser les politiciens français à adopter les méthodes de négociation israélienne, les méthodes de consensus, de compromis en tout cas, qui sont adoptées en Israël? C'est une question à laquelle nous aurons une réponse dans les jours qui viennent. Même si on a vu que l'existence d'un système proportionnel en Israël n'a pas toujours permis de trouver une solution à court terme et qu'il a fallu multiplier les élections pour aboutir à la formation d'un bloc majoritaire. En effet, c'est une situation extrême que nous avons eue ces dernières années en Israël. Cependant, il faut rappeler que très souvent en Israël, nous avons eu des gouvernements avec des partis qui étaient en désaccord profond sur des questions centrales. Je peux rappeler le dernier gouvernement israélien dans lequel il y avait des partis comme celui de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked qui sont très à droite, d'influence religieuse, et des partis à la gauche profonde israélienne comme le Meretz ou même des partis arabes. Et ce n'est pas une exception, c'est des choses que nous avons vues très souvent en Israël, et ceci a des désavantages car souvent il y a des blocages, souvent des petits partis ont un pouvoir extrêmement important de décision en Israël, mais cela permet aussi à chaque secteur de la société israélienne ou française d'avoir sa voix qui est entendue au Parlement et dans les prises de décision. Alors en matière diplomatique, la députée de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, Mathilde Panot, qui a été réélue hier dans le Val-de-Marne, a promis dans la soirée une reconnaissance de l'État de Palestine dans les 2 semaines. Est-ce que vous vous y préparez au ministère israélien des Affaires étrangères? La question de l'État palestinien est évidemment très problématique en Israël. Nous l'avons vu lorsque certains pays européens l'ont fait et pays à travers le monde l'ont fait ces derniers mois, ces dernières semaines. La France n'a jamais suivi cette ligne jusqu'à présent. La France a toujours eu une position claire sur cette question et je pense qu'il n'y a pas de raison que cela change. Si cela devait changer, le gouvernement israélien prendrait toute la mesure. Et qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs concrètement si le prochain gouvernement français décidait, avec l'accord évidemment et après la décision du président de la République, de reconnaître un tel État palestinien comme l'a fait par exemple, comme l'ont fait la Norvège ou l'Irlande ces dernières semaines? Encore une fois, cela serait un changement radical du statu quo, d'une position historique de la France et de nombreux pays. Et si cela devait arriver, Israël prendrait des décisions à ce moment-là en fonction. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous cet après-midi en direct. Je rappelle que vous êtes diplomate au ministère israélien des Affaires étrangères. Interview à réécouter notamment sur radioj.fr et à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi.